radiopirate.com. No commercials. No limits. No rules. Radiopirate.com. OK, la gang du live sur Radio Pirate, on a Gilles Parent un peu plus tard et on a le lancement officiel du week-end, les amis, avec l'aubergiste, Jerry. Yes. Puis, je suis plein d'affaires donc à vous jaser en ce jeudi. Demain, c'est notre dernière de la saison. On part pour un petit mois de juillet rapide. On va aller ressourcer un peu, puis on va revenir top shape. Hey, Mr. White, est-ce que tu vas avoir des fois des petites surprises qui vont être déposées pendant l'été ou on n'a pas de choses de prévues pendant l'été? Il devrait y avoir des petites surprises, oui, mais je travaille là-dessus. Là. OK, parfait. Donc, Gilles Parent est dans le prochain bloc. Mais là, on jase un peu, du jasage. Vous connaissez. Tout le monde se demande qu'est-ce qui va arriver avec le futur des médias. Les médias eux-mêmes se posent la question comment ils vont faire pour survivre dans le nouvel environnement. Tout le monde se pose la question, peu importe qui. On a vu même les producteurs de films, se demandent comment est-ce qu'on va faire pour diffuser nos films, nos séries de TV, c'est où qu'on les met. On les met sur YouTube, on les met sur Netflix, on les met sur... Donc, tout le monde est en questionnement en ce moment pour savoir c'est quoi notre futur. Puis je vous dirais que, dans une certaine mesure, même les émergents comme nous, on a, tu sais, moi, on va prendre quelques semaines de break pendant le mois de juillet, on va venir la première semaine d'août. Puis, dans ce mois-là, c'est le mois où je regarde qu'est-ce qu'on va faire pendant l'année. Puis quand les boys reviennent, avant de commencer au début août, donc journée de ma fête ou à peu près le 3, donc on jase un peu, puis là, on recommence le 5, puis là, j'arrive toujours avec une liste de to-do à faire. Parce que il y a des contraintes, il y a des affaires qui changent, il y a des nouvelles affaires qui rentrent, puis qui sont les nouveaux boss du jour. Puis tu sais, il n'y a plus de stabilité comme il y en avait auparavant. Quand tu penses d'avoir trouvé la recette du succès de la nouvelle technologie X, ben 24 heures après, c'est fini, il y a d'autres choses qui arrivent, puis boum, tout est démoli, puis ça recommence. Je veux juste vous dire que malgré tous les changements qui vont arriver au niveau des plateformes qu'on va utiliser, des moyens qu'on va écouter, c'est-tu par la TV, c'est-tu par téléphone, c'est-tu par TikTok, c'est-tu par Snapchat, c'est-tu par une app qui va s'appeler Boom, qu'on ne connaît pas encore. Je ne peux pas vous dire. Est-ce que c'est un remplaçant de YouTube? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée de comment, sur quoi ça va être diffusé. Je sais une chose, par exemple. Parce que ça fait quand même un bout. Je me considère comme jeune, 56 ans, mais je suis là-dedans depuis... ça fait 40 ans que je suis là-dedans. OK? Donc, j'ai commencé à 16 ans. J'en ai vu. Et il y a des points en commun qui sont faciles à trouver malgré les différentes... Tu sais, moi, j'ai commencé au AM. Le AM était king. Les gens qui étaient au FM en 84 étaient vus comme la gang qui n'était pas sérieux, puis c'était du monde qui ne gagnait pas ben d'argent. Puis, il y a un gars qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, j'étais au AM. Oh, Tiger! Le petit père! Back! Tiger est en shape. 1000 $ plus tard, Tiger est en shape. Les oreilles en l'air. Les oreilles en l'air. Donc, c'est Tiger... pas l'homme de 6 millions, c'est le chien de 1000 $. De chien de 1000 $. Mais voilà. Très bonne job de la part de nos vétérinaires. Merci. So far, so good. 48 heures sur le watch, mais ce matin, grande amélioration de mon homme Tiger. L'important pour une petite bête demain, c'est qu'il mange, puis qu'il boive. Donc, c'est fait maintenant. Tigre, we love you, man. T'es mon kid, t'es mon boy. Donc, le point en commun sur ce que j'ai vu, parce que, comme ce que je vous dis, le gars du AM m'avait dit, dans ce temps-là, ça s'appelait CKRS Radio, où il était Louis Champagne. J'ai pas de nouvelles de Louis en passant. Puis, j'ose pas parler à sa blonde. Je veux pas y déranger. J'aurais pu aller le voir. J'avais un lunch de prévu le 8 juin avec lui, un dîner. Malheureusement, Louis était à l'hôpital. Mon feeling, c'est qu'il ne ressortira pas de là. Ou s'il ressort de là, il va être poqué pas mal. Donc, pour moi, c'est... Louis, je le connais depuis que je suis tout jeune. Louis, j'ai travaillé avec, j'étais contre lui. On a été dans la même compagnie. Louis Champagne, pour moi, c'est un gars avec qui j'ai eu du bon temps. C'est un gars qui m'a poussé à... Parce qu'il était numéro 1. Puis il m'a poussé à travailler fort pour le battre, pas à peu près. Là.
Puis il a fallu qu'on fight les deux. Il a fallu qu'on... On s'est chicané, tous les deux. On s'est chicané sur un paquet d'affaires, en passant. Mais on a toujours resté chum, pareil. On a toujours eu un respect mutuel. Puis dans les dernières années, ben j'étais un peu comme la seule antenne que Louis avait. Donc, quand Louis avait des affaires à dire, il m'écrivait des longs textos, puis il me donnait ses commentaires sur un sujet ou sur un autre, ou sur ce qu'il voyait à la TV. Donc, je pense à lui beaucoup. Je pense aux enfants. Je pense à Mylène, sa fille que je connais plus. Dans ses enfants, c'est Mylène que je connais le plus. Donc, Louis Champagne, pour moi, c'est quelqu'un d'important. Mais quand j'étais à CJMT, j'allais faire un tour des fois à CKRS. J'avais mon chum Sylvain Tremblay qui était là. Pierre Pagé était là également. Il y avait beaucoup de monde. C'était une grosse station. Il y avait 125 employés dans le temps. OK, il y avait-tu du monde? 125 employés. C'était dur à croire, hein? Ben oui, c'était énorme. Et CJMT avait eu la licence, la permission d'avoir CFX, une station top 40. Et beaucoup d'employés de CJMT aspiraient à être dans la nouvelle gang du FM. Mais c'est le seul à qui que Roger Laurando a fait un job et je me suis ramassé un Morning Man contre Louis Champagne. Pensez à ça une seconde. Et je me rappelle, Jean-Paul Berthiaume était le grand patron de CKRS qui était dominant depuis des années au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis c'était la station des hits, c'était la station qui lui donnait de l'argent tout le temps, c'était la station qui roulait. CGMT faisait bien, CFGT Alma faisait bien, CHRL à Robertval faisait bien aussi, mais CJMT, CJAB est une station plus de musique d'ascenseur, mais CKRS, c'était un rouleau compresseur. Et quand il y avait ça, puis je me promenais... Comment ça se fait que je me promenais dans les autres stations de radio alors que je travaillais pour une? Regarde, c'est moi ça. C'est le côté Gilbert, c'est mon côté... Moi, j'ai un côté très visiteur. Donc, à un moment donné, Jean-Paul Berthiaume, le patron de CKRS, me dit Hey, Jeff, viens donc t'asseoir un peu. J'ai 19 ans à ce moment-là. Et il me dit C'est vrai que tu vas t'engager comme Morning Man c'est fixe, une nouvelle station, FM. Il te paye-tu? Je dis oui. Je dis j'ai négocié mon contrat. Il me paye. Ouais. Tu vas regretter. Tu ne devrais pas partir. Tu devrais peut-être t'emmener avec nous autres. On aurait peut-être quelque chose de le fun, mais pour toi. Il dit, anyway, il ne ferait jamais d'argent. Ça va fermer, cette affaire-là. Ça va faire faillite. Il dit, l'FM, ça ne lèvera jamais. Premier sondage, on avait 156 000 auditeurs. On était numéro 1. OK. Et ça a fait bang à partir de là. Et CKRS s'est ramassé. Mais en fait, CKRS s'est ramassé quand j'étais à CJAB, s'est ramassé dans les studios. C'est moi qui ai déménagé. CKRS s'est ramassé avec 10 employés déménagés dans les locaux de CJAB qui étaient devenus Énergie, dont là, j'étais le patron. Et tout a chamboulé depuis ce temps-là. CKRS n'existe plus en passant. C'est devenu une station FM, je pense que c'est Rythme FM là-bas. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas d'hier. Les changements sont peut-être plus rapprochés que c'était avant, mais il y en aura toujours. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui restent, d'autres s'en vont? C'est l'authenticité, puis c'est de travailler, de tout regarder pour qui tu travailles. Moi, je suis un peu le Nickelback de la radio. J'ai été détesté par du monde qui n'aurait jamais dû me détester parce que j'ai toujours travaillé pour le monde. Puis la raison pourquoi Radio Pirate fonctionne. Pourquoi Radio Pirate? Radio Pirate, j'ai vu hier les chiffres financiers de Radio Pirate pour l'année qui est finie au mois de mai. Et nous avons la meilleure année financière depuis qu'on existe. Ça, c'est grâce aux gens qui sont abonnés à Radio Pirate en grande partie et aussi à la hauteur de 40 % les annonceurs que ma blonde MC trouve un peu partout. Donc, c'est notre meilleure année. Wow! Puis un jour, quand on sera rendu plus loin, je vous donnerai le bilan de ça parce qu'un jour, il va falloir que si les autres ne le font pas, moi, je vais le faire. Moi, je vais vous montrer le genre de business qu'on a monté ici, puis d'avoir fait ça au Québec. C'est tout simplement miraculeux. Puis, il faut dire aussi que j'ai une équipe extraordinaire. Je n'arrête pas de le dire à tout le monde. Si je n'avais pas mes boys, probablement que j'aurais arrêté il y a quelques années, c'est clair. Donc, mes boys, ma blonde, Tiger aussi, qui fait partie de l'équipe depuis... je l'ai parlé la semaine passée. Donc, tu sais... Puis, ce succès-là, oui, c'est les boys, oui, c'est Tiger, oui, c'est MC, oui, c'est moi. Mais je pense que la vraie raison pourquoi les gens s'abonnent, la vraie raison pourquoi les annonceurs annoncent, savent d'abord que les abonnés puis les gens qui écoutent même la version gratis sont des pirates au cœur, OK? Puis ce sont des vrais de vrais. Mais une des raisons pourquoi on marche... Oui, j'ai mes opinions tranchées. Des fois, je dis des niaiseries.
J'ai fait des erreurs dans ma vie. J'en ai fait. Il y en a que j'aurais aimé ramasser puis reprendre, mais en même temps, ça forme quitter. Donc, il faut que tu vives avec. Tu roules avec les bons coups, tu roules avec les mauvais coups. Mais il y a une chose que je pense que les gens voient dans ce qu'on fait, c'est qu'on est avec vous autres. Même si on a des opinions qui sont complètement antidomiennes, OK? Qui n'ont rien à voir avec ce que le Québec est. Rien à voir avec ce que le Québec est. Donc, tu sais, on a choisi le chemin difficile, mais il y a des gens qui finissent par comprendre qu'on défend le monde. Et le vrai succès de Radio Pirate, c'est lui. Puis, je regarde tout le questionnement qu'il y a dans les médias en ce moment. Puis arrêtez de vous questionner sur la monétisation. Arrêtez de vous questionner sur quelle plateforme. Faites des affaires pour le monde et le monde va être là. Le message que je lance, c'est aux médias écrits, aux médias avec des journalistes. Moi, je vous déteste à mourir. Mais j'ai déjà eu du respect pour ce métier-là. J'ai déjà eu du respect pour ces gens-là il y a de nombreuses années. Mais graduellement, ça s'est écroulé parce que vous êtes devenus des salauds et des enfants de chienne parce que vous avez choisi de défendre les gens qui ont fait de nous des esclaves et vous avez arrêté de nous défendre, nous. Je prenais un texte aujourd'hui, je pense que c'est dans le Journal de Montréal. Puis quand il y a des textes de marde, je vais continuer à le dire. Mais je vais aussi beaucoup vous dire comment les médias devraient opérer maintenant et quand il y aura quelque chose de bon, on va mettre de l'emphase là-dessus. Parce que c'est comme ça qu'ils peuvent survivre. Le texte dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec d'aujourd'hui, je pense pas que c'est le Journal de Québec parce que c'est la Ville de Montréal, sur les dépenses des élus de Montréal et de certains comités et qui ont réussi par la loi de l'accès à l'information à faire enlever tous les grands bords noirs dans les textes qui leur avaient été envoyés et que là, on comprend qu'on a des serviteurs de l'État, des villes, qui vont manger 4-5 fois par semaine dans les grands restaurants de Montréal en faisant semblant qu'ils font du brainstorming. Une vraie disgrâce. Et qui font des rencontres de RH. Et que ces gens-là nous ont fait accroire qu'ils ne prenaient pas de boisson. Et que là, maintenant, en ayant les factures, on voit que ces gens-là boivent et qui font des rencontres dans les grands restaurants sur Peel. La boss, elle a menti en ondes, by the way. Elle a menti, la boss, là. Elle a menti. De l'Office de la consultation publique de Montréal. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de boisson dans les factures. Il y a de la boisson dans les factures. Et il y a des gens cachés dans les factures. Il y a 2 personnes. D'ailleurs, on devrait toujours avoir le compte-rendu d'une réunion de RH ou d'une réunion de brainstorm. On devrait avoir un compte-rendu de ça. Vous savez bien que c'est du monde qui ont parlé de leurs vacances en Europe, qui ont parlé de leurs vacances en Californie, puis qui se sont racontés toutes sortes de choses, mais qui n'ont jamais travaillé. Jamais travaillé. Ils ne faisaient pas ça. C'était du bon. C'était toujours les mêmes en passant. Hein? Le gars avec la fille, là, toujours les mêmes ou à peu près. Donc, ces gens-là, hey, t'as peu, là. Des desserts à 24 piastres. Bon, oui. Pas de problème. C'est les citoyens qui payent. Pas de problème. Quand vous faites ça, puis je pourrais vous dire la même chose pour les dépenses de différentes organisations de transport, dont le réseau de transport de la Rive-Sud de Montréal, où on a des dépenses pour des parties avec des influenceurs à 10 000 $, alors qu'on demande aux gens de faire un effort, de payer une taxe d'immatriculation qui est à 59 $ et de la grimper à 150 $. Gang de salauds. Si vous faites ce genre de choses-là, puis que vous arrêtez d'écœurer le monde sur la voiture qui roule, sur ce qu'ils mangent dans leur assiette, sur les voyages qu'ils ont l'intention de faire, parce que si vous oubliez ça, puis que vous défendez l'argent qu'on donne à ces gens-là, puis que vous mettez sur la place publique les crosseurs, puis qu'on vous sent avec nous autres, je vous garantis une chose. Vous ne poserez plus jamais la question sur c'est quoi mon avenir en tant que business médiatique.
Christophe, que t'as raison. Vous allez jamais, jamais être dans le trouble. Jamais. Faites ça à longueur de journée. Crissez patience au monde. Quand il fait beau, il fait beau. OK? Quand il fait 31 degrés soleil, il fait beau. Quand les vacances commencent, c'est du bon temps. C'est pas « Ah, ben là, c'est le début de la saison meurtrière sur les routes. » Oui, c'est ça. L'été, L'été, c'est pas l'été, là. Je sais qu'on a des gens de Québécois. La presse est aussi pire, et même pire que Québécois. La presse, OK, la presse est épouvantable. C'est insupportable. Le Devoir est épouvantable. Avec l'ancienne blonde à GND, cette jeune crinquée-là. Sortez-moi toute cette gang de fous et de folles-là de vos médias et mettez des... Il y en a là-dedans, là. Je sais que ces gens-là aspirent tous à finir à Radio-Canada. Je sais qu'il y a des gens chez TVA, chez Québécois qui nous écoutent. Je le sais, OK? Des gens qui aimeraient faire ce qu'on fait, mais ils ne peuvent pas parce que s'ils le font, ils n'ont plus de job. Mais essayez de rentrer ça tranquillement. Je sais que des gens ont essayé, mais vous devez faire ça. Vous êtes condamnés à le faire, sinon vous allez crever. Sinon, vous allez mourir. Vous devez faire ça. Il y a des textes. À partir d'aujourd'hui, là, même si je vous haïs pour ce que vous êtes devenus, à chaque fois que vous allez faire un texte de même, je vais vous saluer et je vais vous encourager à ne pas en faire un par jour, à en faire 10 par jour et à crisser patience au monde pour le reste de vos textes que vous allez faire. Même chose à RDI, même chose à LCN. Commencez à être avec le monde et vous allez voir que plus jamais vous allez vous poser la question si vous avez le droit de survivre au nouveau modèle d'affaires des médias. Jamais personne disparaît quand vous êtes avec le monde. Dénoncez les crosseurs, OK? Dénoncez les crosseurs. En passant, on se mettra des lois plus tard. Le jour où on va commencer à dénoncer les crosseurs, les gens vont demander des lois. Il y a des gens qui vont se ramasser avec des peines de prison. Il y a des gens qui vont perdre leur REER, des gens vont perdre leur job. Il y a des gens qui vont perdre leur pension. Tu travailles... Un instant, là. Tu travailles au public, là. Vole-moi pas, là. Exact. Tu sais, moi, une entreprise privée qui tourne mal, puis qui ça va mal, bon, c'est le privé, ils s'organiseront. C'est leur argent, c'est leurs affaires. Quand tu travailles pour le public, t'as zéro crossage. Zéro crossage. Tu peux même pas te prendre un crayon et l'amener chez vous, là. Non. Il est à nous autres, le petit crayon. Et si jamais tu vas au restaurant et tu te prends un dessert à 24... Hey, il y avait des schnapps aux pêches. T'as-tu vu qu'il y avait des schnapps aux pêches? Des schnapps aux pêches? Un peu. Des schnapps aux pêches. Ça veut dire que si t'es rendu au schnapp aux pêches qui goûte la merde en passant, si t'es rendu là, c'est que t'es sa brosse. Là. Non, t'es sa brosse. T'es sa brosse, là. OK? Excusez-moi, il faut les exposer. Et si les médias font ça, si vous revenez à faire ça, je vous le dis, le monde qui vous haïsse comme moi vont revenir. Et plus jamais votre business sera dans le trouble, je vous le garantis. Travaillez pour le monde, arrêtez d'écœurer le monde, virez ça à 180 degrés et vous allez gagner, c'est sûr. Vous serez les Florida Panthers des médias. Gilles Parent est next. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Jeff Fillion. Bon matin, Québec. Jill. Bon matin. Gilles Parent. Salut. Vous autres? On m'écrit, puis les gens marquent O-U-U-U. O-U-U-U. Ça, c'est Mr. White, ça. Oui. C'est une folie du moment. J'ai eu une coupe. Hey! Qu'est-ce que tu fais cet été, là? Raconte-moi un peu. Je reste en ville pas mal. Je vais aller... C'est rare que tu voyages pas, toi. Oui. Ben, je travaille plus, il n'y a plus d'argent. Je reste à la maison. J'ai même pas eu moyen de faire des plants de tomates cet été. J'ai pas pris le temps. T'as pas pris le temps. Je dis n'importe quoi, là. J'ai rarement fait autant de petites balades en moto. J'aime ça. J'ai vraiment... Écoute, au début de la saison... Ben là, tu dis n'importe quoi. On se reconnaît. Elle me dit... Au début de la saison, j'ai dit, je pense que je vais vendre ma moto. J'ai un feeling. Ben oui, tu me l'as dit. Ben oui, je sais. Tu fais une couple d'été que quand t'arrives l'été, je me dis, je vais vendre.
Puis là, mon fils Charles m'a shaké, il m'a dit achète-toi une mobilette comme en Europe, un peu plus forte, que tu peux aller sur l'autoroute, putain, qu'un 300, 400, 500. Mais non, là, toi, tu mourrais avec ça, là. Dans le Ben, sens que là, t'es passé de 1, tu Non, descendrais c'est parce pas. que je vais fatiguer, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai une 1300, là, puis je sais pas parce que je roule vite, mais quand tu veux dépasser, ça dépasse. Puis, tu sais, je trouve que puis, c'est payé, puis ça fait longtemps que je l'ai. Puis les frères T, je m'avais fait un deal dans le temps, puis ils ont été corrects en tabarouette avec moi. Je connaissais pas la moto, fait que j'ai changé 3 fois de moto en dedans d'un an, pas parce que je tripe ces motos, parce que ça faisait pas. Une qui était le sabre, tu sais, vraiment, le braquage était. Ça me prenait quasiment 3 rues pour tourner. Je n'étais pas capable. Je dis, ça, c'est pas pour moi, pas tout. Après ça, je vais me chercher un Shadow 750. Tout le monde connaît ça. C'est un modèle classique de Honda depuis. C'est le genre de Honda Civic. Ben oui, il y avait ça quand on avait 16 ans. Ah oui, dans les années 70. Sauf qu'à deux, tu montes t'as l'impression que tu vas arrêter pour pousser pour monter à côte d'Henri Ouais. IV. Fait que ça ne marchait pas. Manquait de power. Il manquait de power. Fait que là, je me suis. Puis ils m'ont tous changé ça sans, tu sais. Pas de souvent- niaisage. Non, pas de niaisage. J'ai été bien correct avec moi. Fait que là, j'ai ma moto, c'est une 2014, vois-tu, puis j'ai 29 000 km. Tu comprends qu'en 10 ans, c'est pas beaucoup, là. Sauf que je roule plus. J'ai du fun. Donc, On je salue fais- Do et Ben en passant. Des bons chums, des Ils ont fait- good guys. Ils ont fait de quoi de bien aussi. Ah, tu ça, sais. ça, t'en fais. Je regarde, mais j'aime ça voir. Tu sais, là, comment moi, j'aime les entrepreneurs, t'es pareil. J'aime ça voir des gens qui prennent des risques, qui réussissent des choses. J'étais très fier de voir les publications sur H2 Pro. Mes fils là-dedans, puis là, je disais que. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, je t'explique. Il y a un nouveau directeur général. Ils ont été chercher un nouveau directeur général qui n'était pas du domaine, mais qui est vraiment très, très solide. Un gars qui a travaillé dans une business complètement différente, qui a fait un bon coup d'argent, puis qui a décidé de vouloir. Il voulait faire quelque chose qui aura une importance, puis prendre une compagnie qui va déjà bien, puis la lifter, tu sais. Fait qu'il a rencontré, en fait, Émile et Jean-Michel, son cousin, le fils de mon frère Réal. Fait que les deux sont actionnaires. Et mon fils Charles aussi. Fait que c'est 3 de la famille parents qui sont parmi les 5 propriétaires. Donc, le directeur général est rentré là. Puis lui, sa mission, c'est développer la région de Montréal, développer l'Ontario, Sherbrooke. Non, lui, c'est vraiment... Puis c'est pas des comment dirais-je? Étonnamment, tu sais, c'est vieux comme la terre, faire du nettoyage de piscine. Mais Émile, il a commencé ça quasiment avec une coupe de piscine à s'occuper. écoute, je vais te raconter ça, c'est très drôle. Parce qu'en même temps, c'est une belle leçon pour tous les parents qui ont des enfants et qui ne savent pas trop ce qu'ils vont faire dans la vie. Je trouve que c'est un bel enseignement, ce qui est arrivé. Émile, lui, il va à l'université et il est en administration. Je ne savais pas trop quoi faire, mais il voulait être homme d'affaires. J'ai dit, pourquoi pas? Il va aller chercher des skills. Puis, Oui. ça peut servir. Parfait. Fait qu'il fait son bac. T'es jamais mal Ben, pris avec un cours de même. Absolument. Donc, admin, je pense que ta fille est en admin aussi. Ouais, comptable. moi, Comptable, c'est plus, en comptabilité, CPA. ouais, mais- Mais c'est ça. comprends, c'est Il des patauge chiffres. en même affaire. Ouais. Fait que lui, il fait son cours. 3e année, il a la chance d'aller à l'étranger. Il dit une session à l'étranger. Puis lui, il a eu la maladie de son père, sa mère, que mes parents m'ont transmise, voyager. Fait qu'il dit, certain, l'avant-dernière session ou la dernière session? Non, l'avant-dernière. Fait qu'à l'automne, je ne me souviens plus de l'année, là, ça fait quand même une dizaine d'années. Il fait tu fais des demandes, puis il faut que tu mettes 3 choix. 3 demandes de 3 choix. Fait que finalement, c'est la première qui compte. Premier, il met Londres. Deuxième, en fait, son premier choix, Londres. Oui. Paris. Puis troisième, il y avait Pamplonne, en Espagne. Oui. Pamplona. Fait que- Pamplona. Pamplona. C'est pas loin de Biarritz, la côte atlantique. Je c'est pense ça. au nord-est de l'Espagne. Au nord-est, non. Nord-ouest de l'Espagne. Pamplona, c'est là qu'ils lâchent les taureaux dans la ville. là. Ben, c'est pas loin. Non, ben- T'es au Pays Basque. Là. Oui, c'est ça. Puis quand dit Biarritz à côté, c'est Ah, beau. ouais, ils font des affaires religieuses encore dans ces coins-là? Pas le droit, ça. Il va dire de quoi il t'arrêterait ça serait pas long. Fait que lui, il a fait cette affaire-là, mais entre-temps, Y a-tu habité à Pamplona? ben, il était là pour une session complète. Ah, c'est Oui, ça, ok. c'est beau, je suis allé faire un tour. Ah oui, J'étais allé avec mon chum Perrault, à un moment donné, En juillet, c'est lâche les taureaux dans la ville pendant 3 semaines. On est allé. Pour vrai? Oui. Puis c'est où qu'il y a 2 places en Espagne? Il y a ça, puis il y a les tomates. C'est en Italie, les tomates? Non, les tomates, c'est en Espagne. En Espagne aussi, hein? Tomatina, là, c'est plus au sud. là. OK, plus au sud. Mais il y avait soit les tomates ou les taureaux, mais en tout cas, à l'époque, on est allé, nous autres, c'était plus au mois d'août. Lui, il a étudié, il est arrivé là, août, septembre, je ne sais pas trop quoi. Donc, première chose, donc, il fait cette affaire-là, puis il y a comme travail de session de créer une compagnie. Directeur, faites faire la structure, là, direction, tu montes une... Fait que lui, il a fait une compagnie d'entretien de piscine. Pas moi pourquoi, mais tu sais, il a fait ça. Puis à un moment donné, l'été suivant, il dit, vu que j'ai fait le plan, Va le faire. on va faire la compagnie. Il part, le premier été, 17 clients. Oui. Tu comprends que... Puis là, C'est tough. mais je me rappelle, écoute bien ça. Ce qui est très intéressant dans l'enseignement de ça, il y avait des bonnes notes, puis il était content. Mais je lui dis, premièrement, quand il était allé à Pamplona, qui était son 3e choix, il était déçu. Je ne sais même pas c'est où, puis c'est plus ça. Puis au début, il râlait comme incapable, puis c'était pas ça qu'il voulait,
Finalement, il a rencontré la femme de sa vie, là, qui, elle aussi, s'est ramassée avec son 3e choix, qui voulait, elle, aller... je pense qu'elle avait mis... Berlin, avait mis Paris, puis Pamplona. Pamplona revenait tout le temps en voulant dire personne ne veut y aller. Puis elle s'est les deux se sont ramassés de place où ils ne voulaient pas, puis finalement, aujourd'hui, il y a un enfant déjà, puis ça va très bien. C'est extraordinaire, ça. Bon, ça c'est une première scène. Mais l'autre affaire, c'est quand il a commencé, je me rappelle, on est en cuisine chez nous, puis là, il me dit, je dis, comment ça va, piscine? Au début, ça s'appelait Piscine Serein. J'ai dit, je suis pas sûr que marketingment parlant, tu vas faire du millage avec ça. Finalement, c'est devenu Aquapro, mais Aquapro, c'est un nom qui existait dans d'autres. Fait que, tu sais, ses ambitions, Émile, il n'était pas fou. Il dit, si on s'en va, si on développe un peu, on se ramasse en Ontario, au Canada, on va être pogné, et ça existe Aquapro ailleurs. Fait qu'ils ont changé pour H2 Pro, qui était disponible. Il a changé de nom assez vite pour pas que ça ait trop d'impact. Tu comprends? Ça, c'est la première affaire. Deuxièmement, au départ, quand il fait ça, Jeff, il me dit, ouais. Puis là, il me regarde, je me rappelle, on dînait tranquillement, père-fils, puis bon, une journée bien ordinaire. Il me dit, fais-toi-en pas. Oui, puis Charles aussi, t'as des bons yards. Oui, puis il dit, fais-toi-en pas. Là, je fais ça temporairement. Je ne nettoierai pas des piscines de ma vie. Là, j'ai dit, t'as peu. J'ai dit, moi, j'ai eu la chance de faire plein d'entrevues avec des gens qui ont fait toutes sortes de... Ashton Leblanc. On peut en nommer tant que tu veux. Des gens qui ont parti petit, puis qui ont grossi quelque chose. J'ai dit que tu vendes du chocolat chez Chocolat Favori, que tu vendes des pièces d'auto, que tu vendes du linge, de la guenille, comme dans le milieu on appelle ça, ou que tu vendes des services de piscine. C'est une entreprise pareille. Il n'y a pas de honte à faire ça. Arrête. Ouais. Aujourd'hui, là, j'y rappelle ça. J'ai dit, tu as tout crissé ça par-dessus bord. Aujourd'hui, tu es rendu avec une compagnie avec 5000 clients, 45 camions, vous êtes vous êtes en train de développer. Regarde, vois-tu? Puis là, vous en allez au Canada parce que c'est un domaine. Ceux qui sont dans c'est une très belle histoire, ça. J'adore ça. Mais tu vois-tu, j'y ai dit, je le savais pas, mais je disais, arrête de juger ton propre travail. Tu le sais pas. Oui, mais des fois, on est dur avec... on est dur, souvent. On est souvent dur dans la... Mais c'est comme si c'était honteux, Jeff. Tu sais, moi, t'as eu une belle carrière. Je pense que je m'organise pas pire. Mais... Tu sais, j'ai toujours l'impression que j'ai pas atteint des affaires. Tu sais, en fait, j'ai pas réalisé rien d'extraordinaire. Moi, j'ai le même sentiment. J'ai eu. Tu sais, je pense que je suis très fier de mes enfants, tout pareil. On a réalisé des choses, on a réussi dans notre domaine à dominer par moment, puis pas dominer juste pour écraser les autres, dominer parce qu'on était considérés les meilleurs par le public. Ça, moi, je trouve que le fait d'être plébiscité par le public, que le public te choisisse, décide de t'écouter, je trouve que c'est intéressant. Parce que tu peux toujours essayer de juger ton travail puis dire c'est quoi dans le fond. Puis quand tu es très loin, je ne sais pas comment je vais l'exprimer, mais mettons que tu es directeur général de chez Simons, la personne qui aime la robe, est-ce que c'est à cause de toi en haut, directeur? Non, tu as une job importante, puis toi, tu développes la compagnie. Mais nous autres, on ouvre le micro, puis ceux qui n'aiment pas ça, ils changent de poste. Ouais. Tu penses-tu à ça des fois, toi, Jeff? Sûr, moi, des fois, j'étais en onde, puis je me disais, il me semble que je commence à être plate, là. Mais je suis dans le char, je viens de changer de poste. On est toujours dur envers nous-mêmes, tu sais. J'ai même entendu des bons joueurs de hockey dire que j'ai juste été un esti de joueur de hockey. J'arrête de dis pas des affaires de même. Tu étais un super joueur de hockey. T'sais, on est toujours dur envers ce qu'on... c'est parce que c'est bon, c'est correct, parce qu'on veut toujours plus, là, j'imagine. Oui, mais si on était... Mets ça de l'autre bout, mets ça de l'autre bord, parce qu'on en connaît. Si on était très sûr de nous, on deviendrait arrogant, on ne serait pas conscient de notre environnement. Si on se disait, je suis le king, tassez-vous. Oui, c'est sûr. Ça ne marche pas non plus. Exact, je comprends ça. Moi, je pense que cette remise en question-là, c'est juste l'équilibre qui est tough. Parce que des fois, quand je jase avec des femmes, eux autres disent souvent, nous autres, on a ce sentiment-là de ne pas être une bonne mère passée là, d'être au travail, mais passée parce que, tu comprends? Puis déchirant entre les deux tout le temps. Oui, puis manque de confiance en soi, puis tu sais pas trop, puis les autres, ils ont le côté comparé entre eux autres. Est-ce que tu t'es gardé en forme? Est-ce que tu es encore désirable? Surtout des gens qui... Les hommes, je ne dis pas qu'ils l'ont pas, mais ils ne se mettent pas cette pression-là. Fait que, chacun a ses problèmes, chacun a par moment des hésitations, mais l'histoire de Émile, il y a bien des gens qui ont vécu ça ou qui nous entendent aujourd'hui, qui disent c'est vrai, mon fils, il fait tel cours, puis il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Mais je m'excuse, mais moi, je fais des blagues, mais c'est très sérieux. Je me rappelle, quand j'étais en secondaire 5, à un moment donné, on était obligé d'aller voir l'orienteur. Là, il prenait 15 minutes avec nous autres pour dire voici ce que tu vas faire. Voyons, pense-y comment c'était ridicule. C'était complètement cave. Je sortais de là, puis je disais. Puis tu sais, tu disais. C'était quoi, moi? Ça, c'était quoi? Moi, j'ai rencontré 2 orienteurs. Les 2 sont arrivés à la même affaire. T'as quoi? Fermier. Fermier. Mais ta chemise en mettant, toi. Oui, je sais. Ben, je suis correct. Mais pourquoi, fermier? Ils te l'ont tout dit? Mais j'ai rien contre ça parce que j'admire les fermiers. Ben voyons donc. Puis le pire, c'est que j'ai passé
des étés dans une ferme à Métabetchouan. C'est une job dure, vraiment? C'est une job de malade. C'est Hey. pour te mettre en forme. Puis tu te demandes pourquoi la madame de la maison a fait autant de bouffe puis autant de tartes puis tout ça. Elle m'a dit de quoi à 6 heures quand tu rentres dans la maison, tu sais pourquoi, t'as faim en jouant le verre. Non, mais gars, j'ai un plus grand des respects, mais je me disais, de où ça vient? De toi, Jeff Fillion, qu'est-ce qu'il voit en toi pour t'amener là? Oui, c'est de où ça vient, ça? Tout ce que tu as gardé de ça, c'est le fun d'embarquer sur un camion. T'as un Oui, tracteur. exact. Exact, t'as raison. Mais Mais- le pire, c'est que je vais peut-être finir là-dedans. Je regarde les gars de la ferme Racette. Puis probablement qu'à à retraite, je vais leur demander d'embarquer dans le John Deere. S'ils cherchent du monde, là. Pourquoi pas? Ben Mais oui. si tu fais quelque chose, si tu as du temps, écoute ça, là, on vient d'ouvrir une boîte de Pandore parce que ma blonde elle arrête pas de me chicaner, puis je pense qu'elle a raison. J'ai commencé à travailler très jeune. À 15 ans, moi, je travaillais d'un casse-croûte, je l'ai déjà compté, au Lac-Saint-Joseph. Puis déjà, je savais compter parce il y avait un grand, tu sais, c'était à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de dépanneurs. Fait que, tu sais, évidemment, Lac-Saint-Joseph, c'était plage Germain, la plage du lac. Oui, du ben oui, monde, ben là. oui. Puis les gens qui avaient de l'argent. Fait que, tu sais, j'ai réussi à ramasser de l'argent. Après ça, j'ai commencé à travailler à la radio à 17 ans, début 18 ans. Puis j'ai travaillé tout le temps, puis mes débuts ont été très difficiles. D'abord, j'étais pas très bon, mais je voulais en baptême. J'avais beaucoup de volonté, ça c'est clair. Ça m'a aidé beaucoup. J'étais curieux, ça m'a aidé beaucoup. Mais, tu sais, je savais pas trop ce que je voulais faire, puis tout. Puis j'ai passé du temps. Mais j'ai beaucoup travaillé, tu sais. Puis c'est pas une plainte que je fais, pas du tout. C'est juste que je fais un constat. Tout en travaillant. Mettons, de 85 à 90, les années du zoo, j'ai travaillé tout le temps, des journées. Comme j'explique aux gens, je m'en allais me coucher à 10 h du soir, je me levais à 4 h du matin, 5 jours par semaine. Fait que mes fins de semaine, tout ta scrap, mais je vivais quelque chose d'extraordinaire. Mon problème aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que je suis inutile. Là, ma blonde, elle me dit, Gilles, t'as assez travaillé, Chris, arrête. Si tu vas aller prendre une marche chez Plaine, te gratter les oreilles pendant une demi-heure, t'as le droit. Tu as le droit de partir en moto, t'en aller à oui. Saint-Georges-de-Beauce pour Exactement. manger un hot dog à la scrap puis revenir. Si c'est ça que tu veux faire, longe la rivière puis va voir des bêches. C'est ça que tu as le droit d'aller au camp de pêche Saint-Jean. Pourquoi tu te sentirais coupable de ça? C'est ça, mais Chris, je sais qu'il y a des gens qui m'entendent qui comprennent ce que je vis. On dirait que j'ai l'impression que je suis Ben fou, moi, rien. regarde, Je sais pas. moi, bien talent. je vois, peut-être un peu plus vieux que moi, mais j'ai des chums de mon âge, 56 ans. Ça veut dire que tu dois le voir aussi. Jerry le voit. Jerry a 3 ans de plus que moi. Probablement le même âge, vous autres? Moi, j'ai moi- 63, il est plus jeune que Ok, moi. c'est t'es sûr. plus Moi, j'ai 59. Ah, je pensais que tu n'étais pas encore rendu à 60. Mais, Merci, j'ai l'air jeune. Ben, vraiment. regarde. Non, mais c'est parce que t'es pareil comme il y a 30 ans. T'avais l'air de 55, 60. Mon fils me dit que ta moustache à 22 ans, t'avais l'air plus vieux qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai. Ben, c'est Mais il y a épouvantable. beaucoup de monde de même, c'est l'époque Ben aussi, il faut dire. Mais j'ai plein de chums que je vois sur Facebook prendre leur retraite. Là. Tu sais, j'en vois là-dessus. Ils se demandent beaucoup ce qu'ils vont faire. Ben, moi, moi, je me demande pour eux. Moi, je suis là, puis je les regarde, puis je dis, voyons, calisse, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces journées? Ben oui. Tu sais, mais pas écouter des albums C'est de des Boston. gros workaholics, c'est des gros travailleurs, c'est ça? Ben, j'imagine, là, tu sais, je veux dire, faut que... Parce que c'est ça, c'est de s'accomplir, tu veux pas d'oisiveté, tu veux pas tomber dans la bouteille, tu veux pas tomber dans les affaires où tu as l'impression d'être en vacances tout le temps. Puis là, après ça, ben, tu dis, je veux faire quelque chose pour me sentir utile. Mais en même temps, tu veux pas travailler et casser la tête trop. Non, mais non, parce que là, tu l'as fait, ça. C'est Tu ça. l'as fait. Exact. Puis, tu sais, ma blonde, elle me disait, tu peux faire du bénévolat. Je dis, oui, je peux faire du bénévolat, mais j'ai fait du bénévolat pendant 30 ans à Leucan. J'ai bien aimé ça. Pendant que j'étais actif, je me disais, je peux servir à quelque chose. Je me servais des ondes pour rencontrer des parents, des fois des gens qui vivaient des situations difficiles, monter un tournoi de golf, ramasser de l'argent pour eux autres. Tu sais, je le faisais. Puis, tu sais, il y a bien des gens qui donnent beaucoup de temps mais c'était pas ça non plus. Puis, tu sais, en même temps, ce qui est très drôle, c'est que tout le monde peut donner des opinions, peut donner des idées, mais c'est peut-être pas ça que tu veux faire. Fait que, tu sais, toi, quand tu sais pas trop ce que tu veux, même si tout le monde te parle, fais donc ci, fais donc ça. Non, c'est sûr que ça va venir de toi. Mais écoute, juste pour te dire comment c'est drôle, j'ai eu la. Appelons ça une malchance que je peux voir comme étant une chance. Vous allez voir que c'est un peu bizarre, mon affaire, mais quand j'ai arrêté de façon subite la radio en 2017, je tombe du jour au lendemain, moi là, je ne travaille plus. OK? C'était pas prévu dans mon affaire. Puis, tu sais, en plus, j'étais content. C'est drôle comment ça s'est passé, mais j'étais content. Je me disais, je trouvais ça dur pour toi, pour André Arthur, pour d'autres qui ont eu des moments juridiques, tu sais, qui ont eu des poursuites, des affaires. Tu sais, ça a brassé. Moi, j'ai passé à travers ça. Je n'étais pas le même style, tu comprends? Fait que j'avais, tu sais, sans dire un clean slate, c'était pas si pire. Mais... T'avais ça un peu plus facile. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, Je n'étais pas dans. Même si, tu sais, j'étais moins dans le style de radio qui m'exposait. Tu comprends? Bon. Fait que quand j'arrive là, je ne travaille plus. Je peux te dire une chose.
Tu sais, je parlais de la retraite parce qu'il faut que je sois honnête, j'en parlais, mes boss me disaient arrête de parler de retraite, les clients, ils signent pour 1 an, puis ils se demandent si tu vas partir. Puis je m'amusais avec ça. Finalement, j'ai dit, vous avez raison, puis c'est ça. Mais là, j'arrête, pas prévu. Puis je peux t'annoncer une chose, là, je me suis dit, Jeff, OK, là, je me suis mis à réfléchir. J'ai des moyens financiers, je pourrais, comme on dit des fois à la blague, puis je me suis rendu compte que ça tenait pas à route, 0 pour 5 cents. D'abord, j'avais 57 ans à ce moment-là. Heureusement que ça m'arrive à 57 et non pas à 40, pour 1000 raisons, vous connaissez. Mais après ça, je me dis, OK, parfait. Je me fais 3, 4, 5 voyages par année, tu sais. Avec qui? Oui. Mes chums travaillent, tout le monde travaille. Oui, c'est ça. Ma blonde, les études, le travail, mes enfants, puis tout. Là, c'est pas pareil, là. Je m'excuse, je l'ai essayé un petit peu. Ben, essayé un petit peu, ça dépend quoi, là. Mais tu sais, quand j'ai fait une semaine sur la Côte d'Azur, j'ai loué une moto tout seul, j'ai adoré ça, mais c'était je savais que c'était une parenthèse à travers une job et tout. Mais là, je me ramassais comme imposé à une retraite. Non, en fait, Non à part préparé. en parler, j'étais pas prêt. Zéro prêt. Mais est-ce que tu es prêt? Comment tu fais pour être prêt à ça? Il y a pas même s'il y a des cours, je sais qu'il y a des gens qui me disent dans les bonnes entreprises, des entreprises d'assurance, entre autres, qui ont des bons programmes, il y a des cours comme ça pour te préparer, pour te dire, c'est pas si simple. Il faut que tu aies des intérêts, faut pas t'arrêter tout parce qu'il y en a qui tombent malades. Il y en a qui tombent malades de ne pas Ah, rien. mais moi, comme je te disais tantôt, la bouteille, c'est que Ben j'en oui. entends là, des histoires. Là. Des gens qui n'ont jamais eu de problème de boisson, qui s'en vont à la retraite, puis la boisson devient un problème. Là. Moi, Parce que la journée, puis là, il développe une nouvelle habitude qu'à 4h30, 5h, soit un verre. Là. Mais tu as raison. Puis la pandémie nous a amené. Moi, Oui. j'en parlais à ma blonde. J'ai dit, Beaucoup. regarde, je vais être honnête, là, à la pandémie, nous autres, on buvait quasiment tous les jours un petit verre. Tu sais, puis jamais je faisais ça, mais c'était à vacances tout le temps. Parce que, bon, la pandémie, te pogner à la maison, on ne peut pas sortir, puis c'est ça. Il y a une gang au sortir de ça qui ont gardé cette habitude-là. Puis moi, j'ai décidé cette année de couper ça beaucoup. Tu vas me dire, on est en 2024, la pandémie est finie depuis un petit bout. Mais tu sais, je Oui. réfléchissais, puis tout, mais l'autre affaire, j'ai des amis qui sont médecins et qui me disent, j'ai la chance de parler avec des intervenants, puis là, je ne veux pas faire de jugement, mais c'est une réalité qui touche exactement ce que tu viens de dire. C'est juste un à côté, tu vas comprendre. Et il me disait, quand tu es dans une situation soit difficile, soit justement retraité pas prêt, dont l'entourage n'est pas prêt, donc tu te ramasses seul devant toi-même, tu as quelques moyens, ou même si tu n'en as pas beaucoup, souvent, tu es la clientèle cible pour aller dans un bar, pour jouer. Oui, ben oui. J'ai Tout ça, jasé c'est, avec, là. tu sais, le Normandin, c'est un exemple. Il y a des endroits où ils disent, pourquoi le bar est ouvert? Je dis, le bar est ouvert, il n'y a personne. Le restaurant n'est même pas plein. Non, c'est pas grave. Va voir dans le coin. Ah oui. Oui. J'ai compris, c'est pas un jugement comme tel, mais en même temps, il y a des gens qui passent, ils vont passer l'après-midi. C'est l'oisiveté qui fait ça. Je suis d'accord. C'est Quand tu dis tu peux tomber dans des on est mauvaises humains, habitudes. là. On a tous des voyons. patterns faciles à définir. Là, je veux dire, on n'invente rien. Non. Donc, mais il faut que tu sois prêt. Moi, je considère que mon père n'a jamais été prêt à la retraite et je sais qu'il a fumé jeune puis que son cancer, c'est une genre de récidive. Mais je pense qu'il est mort plus de bonheur puis je pense qu'il a provoqué un peu le retour de son cancer par le fait qu'il était malheureux d'être à la retraite parce que C'est un actif dans la vie, là. ben, Lui, oui, mon père, c'est un hyperactif, c'est un workaholic, il est impliqué dans à peu près tout. Le Mais hockey l'affaire, mineur, oui, les ben cadets, oui. les ci, les ça, il n'y a rien. Mon père partait à 6 h le matin, il revenait à 9 h le soir, conseil de ville, OK. donc pendant 16 ans. Ensuite. tout le monde le connaissait, donc, Puis là, dans le coin, là. quand il est arrivé, il y avait une bonne job ici, il était comme. Il était juge, pas juge, là, mais. C'est ça, genre de juge. Il allait remplacer les DG dans les villes quand les villes étaient sous tutelle. Donc, il se promenait un peu partout au Québec. Genre de juge administratif, dans le fond. C'est ça, exact. Quand le conseil de ville était, il y avait un impasse où que la ville était sous tutelle, lui il arrivait, prenait le contrôle de la ville pendant jusqu'au temps qu'il y ait un nouveau DG ou un nouveau conseil de ville. Et il adorait ça. C'était Lucien Bouchard qui l'avait nommé. Puis puis écoute, il avait été là-dedans toute sa vie. Il avait été 16 ans conseiller municipal. Donc, il aimait ça. Puis là, les libéraux étaient sur le bord de prendre le pouvoir. Puis les libéraux, ils avaient dit, Gilbert, inquiète-toi pas, mais que si on rentre au pouvoir, t'es bon, on t'aime, On puis t'appelle. tu vas être là. Donc, dans sa tête, il y avait un autre 5 ans qui s'en venait. Ouais. Et là, les libéraux sont arrivés, puis ils ont fait une nomination politique, puis ils ont dit fuck Gilbert, qui lui était nommé par Lucien Bouchard. Donc, il n'a pas été préparé non plus. Et moi, je pense que mon père a fait une dépression parce qu'il n'était pas prêt à la retraite qui est arrivée subitement, puis qu'il n'avait pas préparé ses passions. Il était encore bien embarqué dans sa job. Il aimait sa job. Tu sais, je pense pas qu'il se voyait vraiment même quitter le travail. Tu sais, même après 5 ans, d'après moi, il aurait gardé une genre de job-in. Il aimait ça. C'est un actif. C'est un gars hyper actif. Après donc, ça, tu il l'as aimait ça. vu
décembre. Oui, je l'ai vu. Ben, moi, j'ai toujours fait un lien entre les deux. Ben. Je pense que des fois, ton état... Tu sais, les affaires, t'es pognes pareil, là, mais ton état précipite des choses. Quand en 2017, j'arrête de faire de la radio commerciale, puis je vais pendant 1 an et demi chez la psy, je me rappelle 2-3 affaires que j'ai retenues, puis j'ai essayé de mettre en œuvre. Elle m'a dit d'abord, tu n'as pas décidé d'arrêter. Fait que si tu décides de faire des podcasts, de continuer à parler, fais-le. Quand tu seras tanné, tu arrêteras. Mais si ce n'est pas ta décision, tu vas toujours le regretter. Là, elle dit, regarde la charge. Là, quand l'annonce arrive, il n'y a pas d'accusation, rien, mais c'est 5 pages en journal. C'était-tu un coup, là? 1, 2, 3, 4, 5, des 5 premières pages. Ça, c'est les médias te tirent en dehors de ton métier. C'est ça qui est arrivé. L'exposition extrême a fait que je ne peux pas me relever de ça, tu comprends? Après ça, toi, si tu décides, c'est pas le public là, qui décide, c'est les médias qui font une charge extraordinairement grosse, démesurée, et tu peux plus revenir. Bon, puis tu es d'un contexte, on comprend de la patente. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai lancé les podcasts assez vite pour revenir, continuer à parler. Oui. Dans des conditions, puis toi, tu m'avais convaincu, Luc Dupont, mon fils, c'est parfait. Les gens qui vont venir t'écouter, c'est parce qu'ils veulent t'écouter, qui vont télécharger des podcasts parce qu'ils veulent te télécharger, tu n'imposes rien. Puis c'est vraiment, moi, le podcast, pour moi, m'a fait beaucoup de bien. Première affaire, après ça, m'occuper, mais continuer à faire ce que je veux faire. Continuer à faire ce que j'ai toujours aimé faire et rencontrer le monde. Moi, tu sais, comme je dis, moi, je ne suis jamais caché. Là. Quelques jours après, j'étais au IGA, ma blonde a dit, moi, j'aurais été 1 an dans le garde-robe couché à terre en petite boule parce que d'un coup Parce qu'ils t'ont humilié, sa place publique. C'est ça. Puis, tu sais, t'es responsable d'une partie de l'affaire. Je ne suis pas en train de dire que je suis une victime all the way, c'est pas ça. Juste que l'attaque était... Moi, je vais le dire, c'est un peu exagéré. Non, C'était beaucoup exagéré. Non, l'attaque a été très forte. Oh, les médias étaient contents que je débarque. Mais en tout cas, sauf que ce que je veux dire là-dedans, c'est que pseudo-début de moins travailler, mais en gardant... Pour ça, il y en a qui m'ont dit, moi, là, c'est ma 5e année de podcast, puis c'est du podcast, je fais pas d'argent avec ça. Par contre, ça me garde, ça me permet de continuer à parler à du monde. Le public vient me parler, me parle du zoo, de la jungle, tout. On m'a gardé, puis ils me donnent leur opinion, mais en même temps, il y a bien des gens qui sont passés, beaucoup de monde sont passés à d'autres choses, c'est bien sûr. Et moi aussi, mais il reste que tu comprends que c'est quelque chose de gros. Là. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais pas prêt. Ça m'a forcé, ça m'a questionné beaucoup sur qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas prêt à ça, est-ce qu'on fait une retraite, est-ce qu'on est prêt, mais travailler, dans ce cas-ci, continuer à faire quelque chose que je peux penser utile, que Exactement. je peux penser que je fais une entrevue avec quelqu'un, je vais aller chercher les bonnes questions, puis les gens, il y en a qui vont écouter en disant « Ah, j'ai aimé ça, j'ai appris des choses, j'ai trouvé... » Puis je rencontre beaucoup de gens d'affaires parce que j'ai toujours apprécié, je trouve que la société... oui, on s'occupe de ceux qui sont les plus démunis. Oui, il faut aider ceux qu'il faut aider. Mais je trouve qu'on a comme un déséquilibre assez important où on s'occupe beaucoup des cas particuliers. On en parle souvent. Mais je trouve que ceux qui prennent des chances vraiment, ceux qui poussent, ceux qui amènent la société en avant, pour moi, c'est nécessaire. Je regarde ça, je suis fier de ça. Je vois des compagnies, comme je te dis, des compagnies qui sont parties à zéro, même des compagnies même des gens qui ont eu de leurs parents puis des anciens parents qui ont eu des compagnies claires dans leurs mains, il y en a qui font encore mieux après. Bravo! Ben oui. Fait qu'il n'y a pas un modèle disant « Ah, lui, son père est riche. » Non. Oui, il y en a qui ont échappé ça, mais il y a une gang aujourd'hui qui ne l'échappe pas, Jeff. Qui avait un chiffre d'affaires de 5 millions, il est rendu à 150 millions. D'après moi, il était pas pire. Moi, je suis fier d'eux autres. Je suis fier de voir ça. J'aime ça. Très fier. Moi, je suis fier de tes gars, pas à peu près. Non, mais il y en a plein à Québec, là, des gens qui ont levé. Regarde comment, dans le parc industriel, tout ça. Puis je regardais les stats hier. C'est sûr qu'on est très critique, avec raison, parce que moi, je trouve que la gouvernance politique est navrante au fédéral comme au provincial. Mais je regardais les statistiques du chômage. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Puis j'écoutais Clément Gignac, que j'aime beaucoup, tu le sais, l'ancien de IA, puis qui est sénateur. Je trouve qu'il y a une façon très... Lui, il dit, ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de baisse là, à fin juillet, va vous dire pourquoi il risque d'en avoir une, plus que moins, mettons à 60 %, parce que le taux de chômage a monté beaucoup. Fait que ça, c'est un signe que l'économie, c'est plus pareil. Tu peux pas dire, je lâche ma job, avoir une job demain matin. C'est moins vrai. Par contre, la région, c'est encore assez vrai, c'est Québec. Ouais. Québec est à 2-3 %, Montréal, 5-6 %. C'est quand même le double, là. Fait que, tu sais, ailleurs au Canada, fait que lui, il dit ça compense pour le taux d'inflation. J'ai trouvé ça intéressant. Taux d'inflation qui a remonté. Qui a donné ils sont fourrés pareil. Pour le dollar canadien, là, tu regardes les taux d'inflation qui augmentent. Je comprends l'histoire du chômage parce que dans les régions les plus tough, c'est Toronto. Le marché de l'emploi à Toronto ne va pas bien. Il y a du monde dans ta barouette. Donc là, c'est sûr que... Mais ils sont... dans une situation qu'ils ont créée eux-mêmes. C'est ça qui est terrible. Hey, je te pose une question avant de
de continuer juste sur le prime. Des fois, si, mettons, tu disais, regarde, à 60 ans, j'aurais le goût de faire tel job s'il n'y avait pas... Mettons qu'il n'y a pas de... Il Pas de contrainte, Il n'y a pas de contrainte, OK? Y a-tu quelque chose que tu aimerais faire? T'aimerais-tu partir avec du monde, voyager, puis t'es payé pour être un guide? Tu partirais-tu à une entreprise? Regarde, moi, je vais te donner mon exemple. Moi, si, mettons, demain matin, ça finit, Ouais. parce que je suis un peu installé comme toi, là, je pourrais décider de finir demain matin, mais je le fais pas parce qu'on a une belle business, puis j'aime ce que je fais. Puis je veux poursuivre encore pendant une dizaine d'années. Faut que tu le sentes quand t'es... C'est moi, comme je te dis, j'ai pas eu cette chance-là. Puis c'est pas grave, je me plains pas. Là. Aujourd'hui, j'ai passé à travers puis toute la patente. Puis comme je te dis, je me sens pas du tout une victime. Mais toi, quand tu vas le sentir, mais après ça, je te parlerai de Paul Arcand parce qu'Alain, mon chum, oui, m'en a exact. parlé. Mais tu sais, mettons que ça finit. Ouais. OK? Bon, on va vous le dire, c'est bien simple. Des fois, des gens me demandent Qu'est-ce tu que tu ferais? tu vas faire ça combien de temps encore? J'ai dit, moi, je vais faire ça le nombre d'années que mes chums veulent le faire. Parce que ma blonde est plus prête que moi. Mais moi, si j'ai pas Jerry et j'ai pas Mr. White, je continue pas. Donc, te comprends. je lui mets de la pression sur eux autres. Ouais. Parce que je ne rebâtirais pas une autre équipe. Tu comprends? Mais non. J'aurais pas. Tu sais, je risque de me tromper, puis j'aurais pas l'âge pour recommencer à partir à zéro. Donc, c'est. Tant que les boys, je leur ai dit l'autre fois, tant que les boys êtes prêts, moi, gars, je continue. J'aime trop ça pour arrêter. Donc, tant que vous êtes prêts, go, on y va. Mais si, mettons, ça arrête. OK, mettons, Jerry et Mr. White sont parlés, puis ont fait une soirée de Jack Daniel, puis ils disent, c'est terminé. Là, j'ai OK. Là, j'ai ma blonde, là, tout seul, rien engagé, je suis pas certain de ça. Mais là, elle va dire, je te connais, là, tu ne seras pas capable d'être en vacances à l'année, là, tu ne seras pas capable d'être Faut retraité t'aider de à quoi l'année. pour t'occuper, là. Moi, j'aimerais ça avoir, pas une compagnie de construction, mais j'aimerais ça que des gens me donnent le mandat de bâtir leur maison. Tu sais, il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Ils ont un Tu veux stress. dire être au milieu de tous ceux qui viennent donner leur corps de travail, là. Quelqu'un vient me voir, je veux m'acheter une maison, il n'y a rien qui m'intéresse. Je ne veux pas rencontrer les entrepreneurs, je ne veux pas faire telle affaire. J'haïs ça me stresse. Ma femme vient complètement folle, mais on veut une maison neuve. Donc, un agent de liaison, dans le fond, c'est ça que tu fais. Non, Moi, je vais y je aller Un voir genre le de contrat- gestionnaire de Ouais, projet. Un un gestionnaire gère tout. Puis tu vas aller voir 3 contracteurs, voir qui te fait la meilleure offre. Puis Exact. c'est avec lui qu'on y va. J'aime ça. Moi, qu'est-ce que j'ai fait avec Ah oui. ma blonde, avec la gang à Tommy Wallet, j'ai adoré ça. J'aime ça. C'est le genre de patente que j'aimerais faire. Ou encore, je finis sur une pelle mécanique ou un tracteur, je ne sais pas, parce que j'aime avoir la tête qui ne travaille pas trop. Mais je veux dire, ça, ce serait mon... Toi, y a-tu quoi que tu aimerais? Oui, il y a 2 affaires que j'aurais aimé faire. Mais moi, mon problème, n'importe quoi, tu vas comprendre. Ben, les gens sont super fins avec moi, tout ça, mais n'importe quoi dans cette société où l'image compte. Moi, mon problème, c'est que je suis trop connu. Tu sais, je suis trop. Ben, c'est à peu près la même chose. Et compte tenu de la manière, comme je te dis, l'attaque médiatique immense qui a fait que le monde entier de la région de Québec et du Québec a su ce qui avait été, entre autres, fait par le Journal de Québec, je parle de la façon avec laquelle on a livré l'information, fait que ce que moi, je voudrais faire, il y a 2 affaires. Il y a soit professeur, parce que je pense que je pourrais... C'est bon, prof. Je pense que je pourrais... j'aimerais ça, j'aimerais beaucoup, mais pas professeur à temps plein, tout ça. Genre, tu donnes des cours de temps en temps à l'université ou dans des collèges privés, n'importe quoi. Arriver à quelque part et dire, écoutez, moi, je vais vous parler de communication, puis voici comment je vais faire ça. Parler de ce que moi, j'ai vécu, j'ai quand même... On a réalisé des choses qui vont rester dans l'histoire. On a battu des records canadiens. Conférencier, tu feras le job. Ah oui, mais comprends-tu qu'en même temps, je le ferais, mais à des conditions qui me conviennent bien. Ça, j'aimerais ça faire ça. Et tu parlais tantôt d'accompagner des groupes en voyage, ces gens d'affaires que je pourrais peut-être aimer, compte tenu du fait que ma blonde est beaucoup plus jeune que moi et elle commence une nouvelle job. Fait que moi, ça peut arriver que j'ai plus de temps à moi. Fait que là, je me dis, il faut que je m'occupe autrement. Fait que ça, c'est le genre d'affaires que je voudrais. Serge Cloutier, que tu connais sans doute. Oui. Serge, j'ai rencontré Serge en fin de semaine chez Georges au Il est Saguenay. très en tabarouette. C'est ça qu'il fait. Oui, C'est ça absolument. qu'il fait. Il adore ça. Là. C'est sûr qu'il aime ça, puis je suis certain qu'il est bon. C'est Grand sûr qu'il gueule. il est bon, il aime le monde. Sympathique, il aime le monde au bout. Il aime le monde. Qu'est-ce que ton chum Paul Arcand va faire de c'est quoi Paul, son plan? Alain, il n'est pas capable d'arrêter de travailler. Il n'est pas. Déjà, tu sais, dans le fond, c'est drôle parce qu'on comprend que Paul, ceux qui disent il faut qu'il arrondisse ses fins de mois, oubliez ça. Là. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. C'est pas une question. C'est juste d'être une personne qui va. Pour s'occuper à lui. Puis lui, c'est un gars qui a plein de petites passions drôles. Là. Mais entre autres choses, là, il fait la revue de presse, mais il se lève à 5 h du matin, pareil. Moi, le premier matin, après quand il a dit. Ça, il fait ça en podcast? Non, je pense qu'il fait ça de chez eux, mais que ça passe au 98.5, là, de ce que OK, j'ai compris. OK, Oui. OK. La revue de presse, elle est faite par Paul Arcand.
OK, Je sais pas s'il va faire voyons ça donc. toute sa vie. Ouais, Je pensais qu'il arrêtait complètement. Mais il va faire il veut faire des podcasts. Je suis certain qu'il y a des engagements. Il veut faire encore quelques documentaires. Tout ça, c'est vrai. Mais l'affaire, c'est que il ne se voit pas arrêter de travailler. Ses enfants sont rendus plus. Tu sais, il a le même âge que moi, Paul, 64, un petit peu plus vieux en termes de mois. Des enfants de 30, 32, un peu comme moi, deux de ses enfants, d'un qui est dans le domaine un peu de la communication aussi, peut-être plus de la technique. Fait que, tu sais, lui, il l'avait prévu, mais regarde, le lundi suivant, quand il a arrêté le vendredi, puis ils l'ont fêté, puis la patente, moi, j'ai écrit un petit texto, je connais bien Paul, j'ai dit, puis, ta nouvelle vie? Hey, c'est la grosse matinée, mon Gilles, 5 heures. Ouais, c'est ça. sûr que lui, là, ça fait 25, ça fait 25 ans. il se Puis lève toi, à c'est 4 pareil. heures, ben oui. Tu ne pourras pas te lever à 8 heures du jour au lendemain. Moi, je me lève encore alors que je me levais quasiment quand j'étais. Je suis très, 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 très lève-tôt. Les habitudes sont dures à C'est changer. dur. Y a-tu. Écoute, ça n'a pas l'air un gars très. L'exposure comme il y a eu pendant la dernière Il était semaine. très mal à l'aise avec ça. Il n'aime pas ça du tout. Non, Pas hein? vrai, là? Parce que Est-ce Alain, que c'est tu vraiment penses un, chum, un très grand chum. Moi, je l'ai connu dans plusieurs soupers. Est-ce que Gino Chouinard devait être tanné, lui, de son bord? Tanné, dans le sens... Ben, salut, bonjour, ça a duré quasiment pendant 2 ans de temps. Puis les dernières semaines, puis je Non, sais non. que c'est Ah, un non, bon mais gars, là. Gino, c'est un super Jack, là. Ah, ben OK, oui, c'est un super... Mais Ah, ça ben lui, finissait, non. ça finissait plus, là. Il y a une année, il a dû dire... Tu sais que c'est un grand chum de notre ami Christian Rouleau. Oui. Mais c'est sûr que la démesure, c'est sûr que c'est trop. Mais la démesure, c'est TVA. TVA, c'est le séjour, les cours vedettes partout, puis les émissions à pu finir. C'est sûr que c'était trop parce que quelqu'un qui arrive ici va se dire, il va-t-il être intronisé aussi en même C'est temps ça, là. au temple de la Ouais, renommée des médias? Tu sais, lui-même devait trouver que c'était trop. Puis il faut se rappeler, moi, ce qui est le fun là-dedans, c'est que moi, je trouve qu'il a fait la job, comment dirais-je? Tu sais, on parlait de Pierre Pagé dans le temps, Pierre lui-même, je me rappelle quand je l'ai connu au FM 93, en 83, moi, c'est là que je l'ai connu, Pierre Pagé, qui a fait une super carrière à Montréal. Il parlait comme ça, puis il avait l'impression, à la Pierre Bruno, il dit, j'ai pas à voix pour faire une carrière. Ouais. T'sais, parce qu'il y avait une personnalité extraordinaire, un gros travaillant, puis il a fait une carrière fantastique, tu comprends? Ouais. Puis Gino, moi, je l'ai connu, il était avec nous au FM 93, les mêmes années. Tout le monde est passé par là. Puis il était à promo. Tu sais, c'était pas... Mais, gars qui paraissait bien, gars qui était sympathique, empathique, intéressé, il t'écoutait. Ce que moi, j'ai pas assez fait souvent, ce qu'on me reprochait. Je parlais tellement à ma mère qu'à un moment donné, j'écoutais pas tout le temps. Autant que j'aurais dû en entrevue. J'essaie de mieux faire aujourd'hui. Mais Gino, c'est un gars qui avait de l'ambition Oui, je comprends. et qui faisait... Tu sais, quand on dit « il fait le travail », on lui a demandé d'être nice guy, d'être respectueux, de ne pas brasser la cage parce que c'était pas le mandat. Fait qu'il a fait une carrière, somme toute. Mais lui-même se dit « sacrifice ». C'est sûr, là. Je sais Hey, pas. là, sacrez-moi patience, là. Hey, on était rendu avec quasiment avec les F-18 puis la patente de la présentation au match des Alouettes, là. Mais c'est pas sa décision, ça. Il faut savoir comment ça marche. Là. Oui, exact. Il joue la game, puis là, on amène Marie-Ève Lortie, c'est ça, après. Fait que là, ça va être les prochaines semaines, ça va être la nouvelle vie de, ça va à Montréal, son appartement. Oui, exact. Fait que, Ouais. Ève-Marie, les pas premières- Marie-Ève, Ève-Marie, pardon. Les premières pages de magazine. On a plus de Gilles Parent sur le Prime, quasiment un gros 45 minutes de plus. Et pour les gens sur le live, on a Fred Tétu après. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Pirates Wanted. On a Fred Tétu avec nous autres. Fred, Fred, es-tu en vacances, Fred? Oui. T'es en vacances, là. Parce que les cégeps finissent quand, hein, exactement? C'est tel que tel. Les cours, c'est fin avril, début mai. Ensuite, il y a les révisions, les réunions départementales. Officiellement, c'est autour du 14 juin. Okay, officiellement. okay, Mais okay. normalement, à mi-mai, fin mai, t'es correct. Comment vont nos jeunes? Nos jeunes sont-ils en forme? Sont-ils en santé? Comment ils sont nos Ah, jeunes? ils s'adaptent tellement bien, nos jeunes. On peut fermer les écoles, mettre tout ça à distance, leur faire porter des masques, annuler les sports. Et ils s'adaptent bien, nos jeunes. Ils sont tellement flexibles. Ben, écoutez, lisez les journaux. Lisez... Ils ont encore des séquelles de ça? Je disais qu'il y en a qui ont... tu sais, parce que moi, je sens que mes jeunes ont... Parce que moi, ils étaient vraiment à l'âge, parce que j'en avais un au cégep,
qui était à St. Lawrence. J'en avais une qui était à son secondaire 5, donc elle est allée finir aux États-Unis. En tout cas, longue histoire, on sait toute la patente. Est-ce que... Mais je sens qu'au niveau social, tu sais, rappelle-toi nos années secondaire 4, 5, cégep 1, comment ça a été les années... c'est les années de nos souvenirs. C'est les années de comment notre personnalité se développe. Comment on forge. Il n'y a pas qu'à te faire qu'on forge dans ces années-là qui sont très importantes. Tu sais, je comprends que si tu as vécu la pandémie à 5 ans, c'est pas le même impact que quand tu avais 15 ans, 16 ans, 17 ans. Moi, je le sens, de par l'âge de mes enfants, qu'il y a des répercussions de ça. C'est très visible, d'abord sur le plan scolaire. Ceux qui ont le mieux survécu, c'est ceux qui étaient au cégep puis qui avaient fait une année, qui avaient au moins commencé l'année d'avant, qui ont fait au moins une session, la session d'automne puis la première moitié de session l'hiver en présentiel. Donc, qui avaient pris le pli de l'école normale. Ils s'en sont bien sortis de ce que j'ai pu constater, mais les autres... Tu sais, ceux qui sont arrivés au cégep, qui s'étaient fait annuler les 2-3 derniers mois de leur secondaire 5. Ou encore qui avaient fait annuler les 3-4 derniers mois de leur secondaire 4, puis après ça, qui avaient fait leur secondaire 5 mis à distance, mis en présentiel. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas compliqué, mon cher Jeff, puis pas besoin d'être un devin. C'est que tu es obligé de baisser d'abord déjà les critères de performance dans nos écoles à tous les niveaux étaient déjà pas hyper élevés. Là. On n'était pas une élite mondiale pour former des gens en mathématiques, en anglais et en français. Là, il faut que tu baisses les critères pour faire passer tout ce monde-là. Il y avait une directrice de santé publique en Grande-Bretagne qui a dit quelque chose de très intelligent de mon point de vue, qui avait dit l'année 2020-2021, l'année scolaire, faudrait la reprendre à zéro. Oui. Et je pense que c'est ça qu'il aurait fallu faire. Oui. Parce que ne faisant pas ça, il faut que tu baisses les standards, les critères, sinon tu surprends l'année parce que tout le monde a coulé. Et là, tu baisses les critères. Mais quand tu baisses les critères, mettons, en secondaire 2, quand ils arrivent, ces gens-là, en secondaire 3... Ça les rattrape. Faut que tu baisses les critères aussi. Oui, ben oui, t'as pas le choix. Puis tu les baisses en secondaire 4. Ben oui. Fait que tu ne rattrapes jamais ça. Et ben voilà, on a une génération brisée, failée. Il y en a qui s'en tirent bien à travers ça. Mais tu parleras à des médecins sur l'obésité chez les jeunes, ça ne l'a pas aidé, là. C'était déjà... Non. Tu sais, dans le fond, là, t'avais toutes sortes de fragilités dans le système, autant en éducation que dans le monde des finances publiques, etc. T'avais des lignes de faiblesse. Et là, t'es venu mettre une pression énorme sur ces faiblesses-là pendant 2 ans. Ben là, il y a des affaires qui sont cassées. Mm-hmm. Puis, voilà. Parce qu'on nous disait, si ça peut juste sauver une vie, ça vaut la peine. Alors que là, on envoie un maximum d'armes en Ukraine pour qu'ils fassent la guerre à outrance. Tu sais, le critère, il faut sauver des vies, là, il est à géométrie très variable. Là. Ils sont rendus à combien de morts en Ukraine? Sont-ils au-delà de 100 000, 200 000? Ah oui, écoute, là, tu me lances, on est complètement dans le désordre, mais en Ukraine, d'abord, c'est difficile à dire le nombre de morts, Jeff, parce que les chiffres qu'on a, les Ukrainiens annoncent le nombre de morts des Russes, puis les Russes annoncent le nombre de morts des Ukrainiens. Fait que tu comprends que les deux, ils exagèrent. Oh, exact. Mais Zelensky a reconnu en janvier 32 000 soldats morts du côté ukrainien, ce qui est certainement sous-estimé. Oui. Et Poutine, récemment, dans une conférence de presse, il s'adressait aux Russes, a reconnu autour de 5 000 morts par mois du côté russe. Et il a dit que ça allait continuer de manière indéfinie. Donc, 5 000 morts, ça veut dire à peu près 15 000... Il faut ajouter à peu près une dizaine de mille blessés graves, là, estropiés. Donc, on peut penser que du côté russe, c'est à peu près 500 hommes par jour qui sont ou bien tués ou bien estropiés à vie. Wow. Et ça va ressembler à ça du côté ukrainien. Donc, à peu près 3... Oui, mais le lien que je vais faire entre la COVID, parce que je comprends très bien ton lien, c'est que la COVID, on a tout fait ça pour sauver des vies. Puis là, de l'autre côté, 2 ans plus tard, on est là à
faire quasiment la promotion de la guerre puis encourager l'industrie de la guerre parce qu'il y a des milliards qui revolent. Mais dans les deux cas, c'est ça, c'est de la business. Pharmaceutique, à un moment donné, les entreprises de guerre de l'autre bord. Je veux dire, c'est carrément... Je suis devenu très, très cynique, moi, là-dessus. Puis je me suis posé la question il y a une couple de mois, parce que je dois le dire, depuis février 2022, j'ai suivi le conflit en Ukraine quotidiennement. Et ben, avec des réseaux parallèles, là, parce qu'on est très peu informés dans les médias mainstream. Et je me suis posé la question il y a 2 mois, est-ce que la Troisième Guerre mondiale est commencée? Puis je suis à la conclusion que oui. Selon moi, là, il y a beaucoup de questionnements. Est-ce que la Troisième Guerre est sur le point de commencer? Moi, je pense qu'elle est déjà commencée. Et mon critère, puis je comprends qu'on ne soit pas d'accord avec moi, mais mon critère, c'est une guerre mondiale, c'est une guerre qui change le monde. C'est-à-dire qu'après la guerre, le monde, pas juste une région du monde, mais le monde dans sa dynamique globale est changé. Et je considère donc a world war is a world changing war. Et selon moi, le monde a changé. C'est-à-dire qu'il y a une panique. Non, j'ai pas de misère à acheter ça, moi. Il y a une panique, puis je vais amener des éléments pour montrer que c'est mondial. La raison pourquoi on s'en rend pas compte, c'est que vu qu'on a affaire à des puissances nucléaires, les forces de l'OTAN d'un côté puis la Russie de l'autre, il y a comme une retenue. Ils veulent s'engager de manière totale. En tout cas, l'OTAN veut rentrer en Ukraine avec ses troupes. Macron le dit publiquement. Il y a des Polonais, il y a des Britanniques. J'ai vu une vidéo de Canadiens qui sont arrivés la semaine dernière en Ukraine, une unité d'ingénierie. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu une vidéo, il y avait 2 autobus, donc une centaine d'hommes. Et du côté russe, on disait, ce sont des Canadiens. On disait exactement l'endroit où ils s'en vont faire du minage le long de la frontière. Du côté russe, il y a des Cubains, il y a des Chinois, mais c'est des mercenaires. Mais ce matin, en passant, la Corée du Nord, le leader Kim Jong-un a annoncé qu'il envoyait des troupes là, officiellement. Oui. Il y a une réunion de l'OTAN, le buzz, c'est qu'à la réunion de l'OTAN du 9 au 11 juillet prochain, il va y avoir des annonces importantes qui vont être faites. L'Union européenne vient de nommer comme responsable de sa diplomatie Kaja Kallas. Kaja Kallas, là, est-ce qu'on est en live ou en prime? On a-tu le droit de sacrer? Ouais, tu as le droit de sacrer en live et en prime. C'est une hostie de folle. OK. Kaja Kallas, ex-première ministre de l'Estonie, a fait un discours il y a 1 mois dans lequel elle disait que ce qu'il fallait viser, c'est la décolonisation de la Russie. Ouais. Je t'explique. Il y a 200 ethnies ou nations sur le territoire de la Russie, puis elle dit qu'il faudrait fractionner la Russie en 200 pays. Oh, wow! Ça réglerait le problème. Wow! Quand c'est ça ta résolution de problème avec la Russie, tu comprends que tu vas avoir besoin de casser des œufs. Puis en passant, j'ai pas vu les sources officielles, mais quelque chose qui circule ce matin, c'est que le Canada, la Hollande, l'Allemagne et le Qatar ont dit à leurs ressortissants au Liban, sortez de là, oui. La guerre s'en vient. Oui. As-tu vu ça? Oui, je l'ai vu. Oh, oui, il demande à sortir tout le monde du Liban. Donc, et ça va jouer. Ça va jouer parce que dans la guerre, quand je dis World Changing War puis que le monde a changé, c'est que la grande surprise, en passant, il ne faut pas que je l'oublie, lisez le dernier livre de Jean-François Caron sur les causes, l'arrière-plan culturel, civilisationnel du conflit en Ukraine. Ruski Mir, ça veut dire le monde russe. Il vous donne la perspective russe sur le conflit avec l'Occident. C'est excellent. Mais il fait une erreur, selon moi, importante. Ça ne change pas ses conclusions, mais il sous-estime la force de l'économie russe et de l'armée russe. Et pour apprécier le conflit puis la direction que le conflit va prendre, c'est important de voir que le grand succès des Russes puis la grande surprise du conflit, c'est que l'économie russe a survécu. Ah, c'est la résilience de l'économie russe. Voilà. Ben oui. Et elle a survécu parce qu'elle avait une résilience, mais aussi parce qu'ils ont des alliés. Ils ont eu de l'aide. Et ça veut dire qu'il y a des pays du monde qui comptent, comme la Chine et l'Inde,
qui ont refusé le jeu de l'Occident de mettre à genoux l'économie russe. Bon, embarque là-dedans tous les pays du Moyen-Orient, là, Écoute, la gang de Dubaï et compagnie qui sont capables de jouer des deux tableaux. Là. Combien il y a de pays qui ont fait application pour se joindre aux BRICS dans les 6 derniers mois? 59. Wow. Donc, beaucoup de pays de l'Asie, là, ben, ça inclut la Turquie, la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam. Mais donc, la résilience de l'économie russe, qui est le plus gros pourvoyeur de matières premières au monde. Et ils ont été capables, ils ont eu des difficultés. C'est pour ça que Jean-François Caron, il dit, bon, l'armée russe, c'est pas ce qu'on pensait. Effectivement, après 1 an de conflit, l'armée russe apparaissait comme un peu broche à foin, mais ils ont réussi à augmenter leur production militaire. Ce que les pays de l'OTAN, les États-Unis et l'Europe n'ont pas été capables de faire. Donc, c'est une double surprise. La résilience de l'économie russe, d'une part, et l'incapacité de s'adapter des économies européennes et américaines. Là, il manque de munitions. Là. Inclus le Canada là-dedans, là, on voit que les entreprises General, je ne sais pas trop quoi, là, qui sont à Saint-Augustin puis ailleurs au Québec, qui font des munitions, sont comme débordés. Donc, ils ont comme annoncé qu'ils allaient doubler la grosseur de ces usines-là pour être capables de fournir. C'est pas capable de fournir. Écoute, en janvier... À un point, Fred, que l'armée canadienne n'en a pas pour elle. S'il nous arrive de quoi, on n'en a pas, là. Non, puis je vais y arriver, justement, mais en janvier 2024, pour vous donner un état des lieux, en janvier 2024, le gouvernement canadien a annoncé que les systèmes de défense aérienne qu'on avait promis à l'Ukraine en janvier 2023 allaient être livrés d'ici la fin 2025. Et fabriqués. Tu comprends là, on est frappé par la désindustrialisation qui a sévi depuis 30 ans. Et là, ça nous amène en Israël. C'est-à-dire que depuis le début du conflit dans la bande de Gaza, il y a les Américains sont obligés de faire des arbitrages entre les munitions qu'ils envoient en Ukraine et celles qu'ils envoient en Israël. Puis il en manque des deux côtés. Et donc, ça va faire le jeu des Russes. Si Israël, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, que ça risque de se passer dans les 48 prochaines heures, si Israël rentre dans le sud du Liban, ça crée un fort incitatif du côté russe d'alimenter ce conflit-là pour faire diversion des munitions américaines de ce bord-là pour qu'il y en ait encore moins pour l'Ukraine. Ça va dégénérer. Puis là, on pourra en parler pendant 1 heure facilement, mais la Russie a annoncé officiellement il y a 1 mois, quand les Américains, les Français, les Anglais ont dit aux Ukrainiens, vous pouvez utiliser nos missiles qu'on vous donne pour frapper le territoire russe. Poutine a annoncé officiellement que dans ce cas-là, c'était légitime pour les Russes de donner des missiles similaires à des acteurs anti-occidentaux pour qu'ils les utilisent contre des cibles occidentales. Et là, c'est les Houthis, ça sera le Hezbollah, ça sera la Corée du Nord, que sais-je. Ouais. Mais est-ce qu'on le sent est-ce qu'on le sent dans. Tu sais, parce que des fois, on est comme fourré un peu. Il y en a qui sont plus fourrés que d'autres là, sur quel bord je prends Israël, la Palestine. Dans le fond, on dirait que les amoureux de l'Ukraine sont pro-Palestine. Est-ce que je me trompe? Qu'il y a comme un lien à faire dans l'opinion publique, parce que tout est une question d'opinion publique. Là, on s'entend que c'est là-dessus que le Hamas travaille depuis le 7 octobre. Là. Donc, c'est le contrôle de l'opinion publique, de voir que dans les campus universitaires, de voir ce qui se passe à Montréal, un peu partout à travers la boule, de voir la gauche se lever, puis être... parce que là, le campement qui est à Montréal, là, c'est pas un campement qui est anodin, là, c'est un campement qui est là pour demander à la Caisse de dépôt de ne pas avoir des rendements pour les gens qui sont à la retraite, les employés ou encore les gens qui sont sur la Régie des rentes du Québec. Ils veulent qu'ils se débarrassent de compagnies performantes qui font affaire avec Israël, dont, entre autres, Expedia. Il y a plein de compagnies qui ont des fonds juifs à l'intérieur de ces compagnies-là et ils veulent qu'ils se départissent de ces, je ne sais pas combien de centaines de milliards de... Donc, c'est rendu quand même assez gros, la patente, là.
Et ces gens-là ont un gros contrôle. Mais je sens qu'il y a de plus en plus un lien entre les pro-Palestine, je veux dire même pro-Hamas, pro-Palestine et pro-Ukraine. On dirait que dans l'opinion publique, c'est une équipe, ça, là. Je ne sais pas parce que j'ai l'impression que ça va varier selon les générations, boomers versus les jeunes, là. Les jeunes, le problème des jeunes activistes, c'est qu'ils veulent faire la révolution, la rébellion, mais leur valeur, c'est celle des institutions. Ils veulent se révolter contre un système dans lequel leurs propres valeurs ont déjà gagné et sont institutionnalisées. Donc, ils sont en manque d'ennemis. Et Israël, et je pense que c'est ça qui explique la ferveur anti-israélienne, c'est qu'Israël incarne un espèce d'ultime bastion de droite, d'impérialisme, et ils veulent se battre contre ça. Puis il manque d'ennemis à l'interne, donc en trouvant à l'externe. En passant, Israël, le gouvernement israélien se comporte en malpropre depuis avant le 7 octobre, là. Netanyahou faisait des manœuvres pour échapper à des poursuites criminelles. Là. Il est en train de changer les lois du pays pour ça. Encore ce matin, il y a des grosses manifestations anti-gouvernementales d'Israéliens en Israël. Et ils jouent avec le feu. Honnêtement, là, je vais être prétentieux. Je pense qu'ils n'ont pas... Netanyahou et sa gang n'ont pas compris à quel point le monde a changé, à quel point leurs ennemis, leurs amis, leurs alliés sont fragiles. Très fragiles. Fragile parce qu'il y a la contestation de l'intérieur, mais fragile parce qu'ils n'ont plus la domination financière, économique et militaire d'il y a 5 ans. Oui, mais un peu. Fragile aussi parce que ces gouvernements-là, pour la plupart, c'est des politiciens stupides, là. Oui, c'est des... On s'entend-tu, là? Des faibles. C'est Biden qui est au pouvoir, là. Fais arriver Trump au pouvoir l'automne prochain, tu vois que la géopolitique va changer. OK, je vais en parler, dire un mot de Trump, mais quand tu parles de leader fragile, au prochain sommet de l'OTAN dans 2 semaines, ils vont nommer comme nouveau secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte. Mark Rutte, un élève de Klaus Schwab, qui a été premier ministre de la Hollande pendant quelques décennies quasiment. C'est comme si tu mettais Justin Trudeau à la tête de l'OTAN. Voilà. Mais c'est ça. L'histoire est là. Jerry a raison. On est dans une époque d'hommes et de femmes faibles qui sont un peu partout. Ma prédiction sur Trump, c'est qu'il va frapper un méchant mur. Parce que dans mon analyse, si j'ai raison, mon analyse, c'est que Trump, ça aura été le dernier président de l'hégémonie américaine. Biden, c'est le président qui a présidé au balancement, à la bascule où les Américains ont perdu leur hégémonie. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de puissance, mais ils ont plus la toute-puissance de faire ce qu'ils veulent. Puis Trump, quand il va arriver au pouvoir, il va être le premier président de l'après-hégémonie. Puis il va frapper un méchant 2 minutes. Il dit dans ses discours parfois, il parle d'un problème qu'il y avait avec la Chine quand il était président. Puis là, il dit à sa foule dans l'auditorium plein, « J'ai appelé Xi Jinping, c'est mon ami, c'est un très bon garçon. » Puis là, j'ai dit des choses. « You wouldn't believe what I told him. » Vous y croiriez pas ce que j'y ai dit. Mais il m'a cru, puis il a fait ce que j'ai demandé. Quand il va prendre le téléphone pour appeler Xi Jinping en février 2025, là, il risque de se faire envoyer promener sur un méchant temps. On l'a vu avec Anthony Blinken, qui est allé en Russie en mars ou avril dernier. Pas en Russie, en Chine. Il est arrivé là, pas de tapis rouge. Il est descendu de son escalier. Il y avait 3 personnes qui l'attendaient, dont 2 employés de l'ambassade américaine. On vient de le voir avec le vice-chancelier allemand Habeck, qui vient d'aller en Chine, qui avait un rendez-vous avec son homologue, donc le premier ministre chinois. Puis, une fois qu'il était à Pékin, son rendez-vous il a été annulé. Je vous le dis, là. Puis, les Américains, ils ont fait, comment je pourrais dire, ils ont fait tuer bien du monde depuis 75 ans. Ils ont mis le bordel dans bien des endroits du monde, en Amérique latine, en Chine, au Moyen-Orient. Le jour où ils perdent leur hégémonie, il y a beaucoup de payback time qui vont se faire. Non, ça, c'est clair. C'est clair que la minute qu'ils vont avoir ils vont se faire envoyer promener sur un méchant temps. Sauf que je suis pas certain que
entre toi et moi, on est mieux avec Trump qu'avec la gang à Biden si on veut régler ça. Ultimement, il faut qu'on règle la patente, là. Ben, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec vous. C'est juste que Trump, il va falloir qu'il réalise qu'il n'y a plus le bâton qu'il avait quand il était président. Les règles du jeu ont changé dans le monde. Puis l'histoire, je parlais d'Israël, c'est là-dessus qu'on est parti. J'étais parti quand Jerry est intervenu. Ils réalisent pas la précarité de leur situation. Là, les talibans ont dit qu'ils allaient aider le Hezbollah. L'Iran est en arrière. Il y a des milices en Irak. Les Houthis qui tirent des missiles. Qui avait entendu parler des Houthis il y a 6 mois? Il a encore coulé. Avez-vous vu les images du paquebot qui ont coulé dans le détroit d'Ardennes la semaine passée? C'est spectaculaire, là. Ils coulent des bateaux qui transportent des milliers de containers. Et puis ça, c'est une des leçons. Ça, c'est l'autre chose... quand je parlais du livre de Jean-François Caron, que vous devez lire son dernier, l'armée russe, une des raisons pourquoi elle a eu de la misère en 2020 et 2022, excuse-moi, c'est que la nature de la guerre a changé à cause de certains progrès technologiques. Et dans la nouvelle dynamique militaire, puis là, les Russes se sont adaptés, là, c'est le règne de l'artillerie, des missiles et des drones. Et dans ce contexte-là, quand les Russes ont commencé leur invasion d'Ukraine, ils sont rentrés là avec des colonnes de chars d'assaut, comme dans la Deuxième Guerre mondiale, là, la guerre de mouvement. On envoie les chars par centaines, puis ils prennent le terrain. Mais ils se sont mis à se faire tirer comme des pigeons d'argile par les drones, des petits drones pilotés par des kids de 16 ans qui lâchaient des grenades par en haut. Fred, t'es-tu? Hey, Fred, c'est un personnage. Oui. On s'entend? On a plus de Fred sur la version Prime. Ça dure quasiment encore 40 minutes, donc plus de Fred. Fred, est-ce que tu crois ça que Fred va prendre une pause médiatique dans les prochaines années, toi? J'ai de la misère à croire à ça. Je crois zéro à ça. Moi. Impossible. 0. Donc, vous allez voir, le philosophe est en feu. Joignez-vous à nous autres sur la version Prime, la version membre de radiopirate.com. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Jeff Fillion. Fresh 100%. 100% pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. L'aubergiste. Présenté par qui, l'aubergiste? Présenté par Canadian Club, Ginger Ale. C'est-tu bon? La caisse de 24 là, que j'avais, je peux l'acheter où, cette caisse-là? SAQ. SAQ? OK. C'est 3 $ la canette. OK. Quand même une canette de 473 millilitres, 3 piastres. Regarde. Non, ça fait un job, c'est très... Tu remplis ton verre de glace, tu mets un morceau de citron, tu taponnes pas. Ah, ça fait un job. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, c'est un mélange parfait, bien dosé, du célèbre whisky Canadian Club. Soda gingembre, regarde, Summertime, c'est extraordinaire. 5% alcool, mais on le sent pas, puis on le goûte pas non plus. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, Canadian Club, Ginger Ale, vous allez adorer ça. Et on lance le week-end avec quel genre de vin, mon ami Jerry? Oui, on s'en va à Marseille, on s'en va en France, on finit la saison avec un rosé. Oh boy, je sais que Jeff, tu connais ça, les rosés? J'ai jamais goûté. C'est ça, mais t'as pas le temps d'y goûter. Non, j'ai pas le temps. C'est ça l'affaire. C'est toi qui l'achètes, mais tu le vois disparaître. Exact. Non, on s'entend dessus. Mais moi qui sac ça dans le genre de... Une patente de recyclage. Oui, c'est ça. C'est toi qui mets les bouteilles dans le recyclage. Les bouteilles, une en arrière de l'autre. Donc, on s'en va dans le sud de la France, Marseille, Aix-en-Provence. Regarde, on parle de la Provence, tu sais, on part de Marseille, Toulon, après ça, c'est Nice, Monaco jusqu'à l'Italie. C'est ça le spot, là, vraiment, la Provence. Et la Provence est réputée, c'est 8 nuances de rosé. Il y a 8 couleurs de vin rosé, 8 teintes de rose. Et les plus connus, on les aime, hein, c'est les rosés saumonés ou ils disent les litchis, dans le sens des rosés très, très pâles, vin sec, hein, dry rosé. Et c'est des sols fantastiques, là. Des sols de granit, des sols de grès. Donc, vraiment, la Provence, c'est leur spécialité. Et les autres, c'est incroyable pareil, parce que
Si on retourne, je fais ça vite, si on retourne, il y a quoi, une centaine d'années, les autres, ils ont eu la maladie, le fameux phylloxéra, comme beaucoup de places en France. Ils ont tous perdu le vigne dans ce coin-là. Et ça, on est dans la fin des années 1800. Mais c'est incroyable, tout le travail qui a été fait pour rebâtir. Eux autres sont repartis carrément de zéro. Ils ont tout perdu. Et quand ils sont arrivés dans les années 70, c'est là que le monde a découvert les vins de la Provence. Avant ça, c'était assez local. Parce on sait que les plus grands buveurs de rosé, c'est les Français. Les Français adorent les rosés. Mais depuis toujours. Mais le monde entier a découvert des très bons rosés, justement, provençal, depuis les années 70. Donc, en ce moment, on va dire c'est une bombe de rosés, toute cette région-là. Et aujourd'hui, ben, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre deux personnes, Emmanuel Dupéré et François, excuse-moi, et c'est Laurent Barrera. Dupéré Barrera. C'est ça le nom du vin. Ben, Dupéré Barrera, ils font du rosé. Emmanuel Dupéré, c'est une Québécoise. Elle a connu son chum Laurent ici au Québec. Longue histoire. Leur amour s'est transformé, a grandi. Et sont propriétaires d'un vignoble tout à fait extraordinaire. Ils sont partis de zéro, eux autres. Ils ont acheté une petite parcelle de terrain. C'est une histoire, je veux dire, c'est une histoire pour Netflix. Vraiment, leur histoire de vie. Donc, depuis les années 2000, ce couple d'amoureux-là font du rouge, font du rosé, mais leur rosé, il est tout à fait extraordinaire. Dupéré Barrera, Côte-de-Provence, No What. C'est marqué No What, c'est drôle, sur la bouteille. Pourquoi? Parce que c'est un clin d'œil. C'est une gamme de vins qui est fabriquée à l'ancienne, donc sans électricité. No What. Donc, il n'y a pas d'électricité. Donc, c'est vinifié à l'ancienne. 20 $ et 20, Jeff, pour un superbe rosé. 13 % alcool, 1,8 g de sucre au litre. Puis, c'est ça l'affaire, là. C'est un typique Côte-de-Provence, donc sec et, moi, c'est ce que j'aime beaucoup, légèrement salin. Un petit parfum très, très doux, mais en bouche, petite fraise un petit peu surette, fraise surette en bouche et vous allez triper. Regarde, c'est une bouteille à mettre dans un seau à glace. Là. C'est pas compliqué. Donc, je pense qu'à 20 $ 20, très élégant comme... Puis ce que j'aime beaucoup, c'est un mélange de 4 cépages. Les 3 cépages vedettes de la Provence et il rajoute un petit peu de Rolle, R-O-L-L-E. Rolle, c'est un cépage qui est très peu connu, mais en Italie, très connu, c'est le fameux Vermentino. Mais ce cépage-là, il donne un petit torque justement au rosé. Des fois, les gens vont dire « Ah, le rosé, mais ça qui ne goûte pas beaucoup. » Tu sais, des fois, c'est le reproche des fois qu'on a des vins de la Provence, certains vins. Non, lui, il a le bon petit goût du Vermentino. Vous allez adorer ça. Dupéré Barrera, Côte-de-Provence. Et c'est l'été qui est parti. Wow! Officiellement, l'été parti avec Jerry. Et aussi le week-end, mon ami Jerry. Thank you, man. Voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. On a fait un grand tour. On a fait un grand tour. On a fait un grand tour, autant sur le live que sur le Prime. On ferme les deux en même temps aujourd'hui en lançant le week-end. C'est extraordinaire. Thank you, Jerry. Dernière de la saison demain. On arrête pour le mois de juillet. On va aller chercher des forces un peu. Donc, on vous attend demain, ici même sur Radio Pirate Live et sur le Prime. Worldwide. Radiopirate.com. Next